Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour débriefer ce Giro 2025 qui vient juste de s'achever. Et ce qu'on peut dire, c'est que le vainqueur était quand même assez inattendu, puisque c'est Simon Yates, l'anglais, qui vient chercher un deuxième grand tour après sa Vuelta en 2018. Donc 7 ans après, c'est quand même quelque chose qui est très rare. Je suis pas sûr que ce soit arrivé au 21e siècle. Et ça montre que voilà, ce Giro a été improbable de bout en bout. On avait fait la preview avec Yurik et je crois qu'aucun de nous deux n'avait vraiment beaucoup parlé de Simon Yates, ni d'ailleurs de Richard Carapaz, et encore moins évidemment de Isaac Del Toro, mais ça on reviendra dessus. Et donc l'anglais qui, 7 ans après son énorme échec sur le Finistré, va chercher son grand tour cette fois-ci grâce à ce col, avec, on en reparlera évidemment, des petites errances tactiques du côté de la UAE, peut-être de Carapaz aussi, mais on reviendra dessus. Donc cette dernière semaine a vu des énormes coups de théâtre. La première étape de la semaine, donc mardi, avec cette étape de montagne, on a eu l'abandon de Primoz Roglic et l'énorme défaillance de Juan Ayuso qui finit à plus de 15 minutes ou quelque chose comme ça. Donc en une étape, on a eu les deux gros favoris qui étaient out, même si Roglic commençait à montrer quand même des signes de moins bien. Voilà. Et donc sur cette étape, on a vu que voilà, ça s'est très vite mis en route. On a eu des attaques de Storer et de Max Poole. Mais c'est dans la dernière difficulté que ça s'est vraiment expliqué avec Carapace qui a attaqué. On voit El Toro qui suit, on voit Yates qui revient, voilà, qui fait le tempo un peu. Peut-être que Yates c'est un peu cramé. Et puis Carapace contre, et là Carapace part. Et à ce moment-là, on se dit, ok, Carapace c'est peut-être le plus fort de ceux qui restent. Simon Yates gère. Et là, on voit les premiers signes de faiblesse de Del Toro, qui va perdre beaucoup de temps quand même sur cette étape. Il conserve quand même le meilleur rose, mais qui perd du temps sur Carapace, sur Yates, sur Derek Guy, sur Storer. Donc à ce moment-là, on se dit voilà, que tout est relancé et que vu les étapes qu'on va avoir, ça va être compliqué pour lui de résister. Mais il arrive tout de même. Voilà, il y a plusieurs étapes où il craque dans le col, mais au final, il arrive quand même à arriver avec les favoris. Il va même remporter une étape devant Romain Bardet et Carapaz, donc celui qui lui permet d'améliorer son avance sur Carapaz et sur Simon Yates. Et donc avant l'étape du Finistré, on a une nouvelle étape de montagne, de nouveau Carapaz, même non, Del Toro qui accélère, voilà, Carapaz dans la roue. Et à ce moment-là, on dit que voilà, la dernière étape sur le Finistré, ça va jouer entre Carapaz et Del Toro. Moi, ce que je me suis dit, je voyais pas Yates en capacité de revenir. Il me semblait trop en dessous de Carapaz. Et du coup, même s'il reprenait du temps à Del Toro, il y aurait forcément Carapaz devant lui. Et ce qui se passe dans le Finistré, c'est que Carapaz attaque. Et Del Toro dans la roue, Yates ne suit pas tout de suite. Et il gère mieux sa montée. Il revient sur le duo. Il attaque plusieurs fois. Carapaz, à chaque fois, va le chercher. Et à un moment, Carapaz, il va pas. Et Del Toro le regarde. Carapaz regarde Del Toro. Et là, il prend 5-10 secondes. Et à ce moment-là, c'est là où tout a basculé dans ce Giro pour le coup. Le problème, c'est peut-être que Del Toro était à fond. C'est dur de savoir avec Del Toro parce qu'il y a quand même ce style très facile, je trouve. C'est dur de savoir s'il est bien ou pas. Mais je pense quand même qu'il pouvait faire mieux. Je pense qu'il avait intérêt à collaborer au moins avec Carapaz en lui disant bah, on revient sur Simon Yates et après on se joue le Giro. Yates il bascule pas très loin, il bascule à une 36 alors que ça s'est quand même pas mal regardé. Il y a Dargui qui est revenu 3 ou 4 fois, c'est lui qui faisait le tempo donc c'est quand même que ça roulait pas très fort. Je pense que Toro était quand même en capacité peut-être de faire un peu plus et d'au moins collaborer un petit peu pour faire jouer avec Carapace pour que on maintienne un peu l'écart. Yates était quand même à une 20 de lui, donc il y avait encore moyen de le faire. Même si le vrai problème dans cette histoire, c'est que devant il y avait Wood Van Aert et que ni IF ni eux n'avaient décidé de mettre un mec devant. Et ça, c'est une énorme erreur pour moi. Parce que le problème, c'est que si tu as ça, il faut pas que tu laisses du champ à Yet. Parce que si Yet il bascule avec 30 secondes sur toi euh, au, au sommet du col, tu sais que derrière il y aura Van Aert et que toi tu seras tout seul dans la pampa. Et que du coup, sur cette espèce de un peu faux plat montant avant la dernière difficulté, toi tu vas te donner alors que Yet il sera dans la route Van Aert et il fera absolument rien. C'est là l'erreur. Pour moi, la vraie erreur tactique, c'est d'avoir laissé Van Aert devant et le pas remis pour eux un mec devant. Carapace, il n'en avait peut-être pas besoin. Carapace, lui, son but c'était d'accélérer dans la dernière montée. Il avait peut-être besoin de tous ces mecs. Mais Del Toro était dans une situation plutôt défensive. Lui, il avait intérêt à ce qu'il y ait des équipiers devant au cas où il y a un problème et qu'il puisse les récupérer à un moment donné. Et du coup, là, on se retrouve avec un Yates qui, en plus, qui au sommet, il me semble, est maillot rose virtuel et qui, en plus, derrière, va retomber sur un équipier alors que les deux, ils sont tout seuls et qu'aucun veut collaborer. C'est là la grosseur tactique. Est-ce que Del Toro pouvait en faire plus? Probablement. Ça m'étonne quand même qu'il n'en ait pas fait s'il était vraiment très fort. Je pense qu'il était quand même assez limite dans la roue de Carapaz. Ce qui serait plutôt logique quand on voit le niveau qu'il avait affiché dans les précédents cols.
voilà, où il était quand même un peu à la rupture au bout d'un moment. On sait que c'est pas forcément les efforts auxquels il est vraiment très habitué. Mais, euh, mais voilà, et donc il perd ce Giro là-dessus. C'est dommage Del Toro parce que bon, il a quand même eu beaucoup de réussite pardon, sur ce Giro avec les abandons d'Ayuso, l'abandon de Roglic. Euh, mais il a quand même pas eu de chance sur le fait qu'il y avait deux hommes forts à surveiller. S'il y avait juste Carapaz, il gagnait ce Giro. S'il y avait juste eu Yates, il gagnait ce Giro sans aucun problème, je pense. Là, le problème, c'est qu'ils étaient deux et que à deux, c'est quand même tu te retrouves quand même dans des situations assez dures de contrôler pour moi. C'est là où il y a eu beaucoup, beaucoup de reproches, je trouve, sur El Toro. Après, c'est une situation quand même qui était un peu délicate. Il avait Yates, et s'il roule sur Yates, il se fait contrer par Carapaz, et Carapaz est vraiment très dangereux pour le coup. Après, il aurait peut-être pu jouer sur le fait que Yates avait un équipier devant, donc Van Aert aurait peut-être pu le ramener. Mais dans ce cas-là, tu t'exposes aussi à un compte de Yates qui était quand même assez fort aussi. On va pas minimiser sa performance hier. Del Toro était quand même dans une situation pas facile. Est-ce qu'il aurait dû garder les équipes un peu plus longtemps plutôt que se forcer à suivre l'attaque de Carapaz? Peut-être, mais en même temps, Carapaz, tu sais que si tu le laisses sortir, je suis pas sûr que ce soit Maika ou McNulty qui te fasse revenir sur Carapaz. Donc c'était compliqué, c'était une situation compliquée. Et honnêtement, moi je pense que l'idée était bonne de suivre Carapaz parce que on aurait beaucoup de monde, je pense, se serait dit bah Yates c'est quand même un peu moins bien, puis il suit pas l'attaque. Donc c'est à dire que tu te retrouves en 1v1, et en 1v1 c'est quand même beaucoup plus facile de contrôler. Le problème c'est que Yates était quand même plus fort que ce qu'on avait imaginé. Donc voilà de ce côté-là. Pour le général, après on peut peut-être revenir du coup rapidement sur les étapes. Donc l'étape justement où Carapaz reprend beaucoup de temps, c'est Scaroni qui s'impose devant Fortunato. Une nouvelle voilà, démonstration de force de la Astana. Bon voilà, il n'y a pas grand-chose à redire dessus. On a déjà parlé de Astana. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui me hype beaucoup. Je trouve que c'est, voilà, je vais pas dire bizarre, mais qu'on se retrouve avec des pics de forme, encore une fois, ça, c'est un peu n'importe quoi. Des coureurs, tout le monde est très fort. Alors, ok, du nouveau matériel, ok, de la nutrition. Bah, maintenant, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont un peu dures à expliquer. Ce qui n'empêche que, voilà, Scaroni, très belle victoire pour le coup. Fortunato était plus fort, mais il laisse la victoire à Scaroni. Fortunato, d'ailleurs, qui va aller chercher le maillot de meilleur grimpeur sans aucune lutte. Honnêtement, moi, je trouve ça un peu triste. Parce que je trouve que le meilleur grimpeur, il perd un peu de sa superbe sur un peu tous les grands tours et qu'il est plus vraiment joué. En fait, c'est soit des mecs qui sont un peu là par hasard et qui se retrouvent à le jouer, soit un favori qui le prend, soit un mec qui va chercher tous les points. Et voilà, au final, bravo Fortunato, hein, il aurait probablement pu aller chercher sa victoire d'étape, mais voilà, honnêtement, moi, voir juste un milieu de meilleur grimpeur, voir le mec juste faire tous les grimpeurs du Giro, honnêtement, c'est un peu nul, quoi. Donc, il n'y a eu aucune adversité. Donc voilà, moi, je trouve ça quand même un peu dommage pour le maillot de meilleur grimpeur. On a eu aussi la victoire de Carlos Verona, très grosse victoire en échappée. Voilà, donc très gros tour de toute façon de Lidl dans sa globalité. Il n'y a pas grand chose à redire là-dessus. L'abandon de Chicone est peut-être préjudiciable parce que, vu le nombre d'abandons qu'il y a eu, peut-être qu'il aurait pu jouer quelque chose. Je ne sais pas. Je pense que le podium était peut-être atteignable. Bon, on ne saura jamais. Comme d'habitude, Chicone, il y a quand même souvent des problèmes sur 3 semaines. La victoire d'El Toro, on en a parlé, mais voilà, il faudra parler aussi d'un autre truc, c'est le grand tour de la Q36 qui a passé son tour à rouler sur tout le monde. Ils sont quasiment jamais été en échappée, il me semble. Ils ont roulé sur tout le monde tout le temps pour que Pitcock ne fasse absolument rien. Voilà, donc c'est un peu un désastre. Moschetti a été plutôt ok sur certains sprints sans être exceptionnel. Mais ouais, voilà, honnêtement, Q36, bon, quand ils vont être sur la Vuelta, donc j'espère qu'ils feront mieux. J'espère que Pitcock fera autre chose que jouer une 11e place au général. Ça n'a pas trop de temps, surtout quand on voit ses qualités, honnêtement. Bon, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'échappées sur ce Giro. C'est peut-être un peu le flop d'ailleurs de ce Giro, mais il y a quand même moyen de faire mieux quand tu vois que des Verona ont pris une étape. Je pense que Pitcock en était largement capable, mais il préfère s'accrocher voilà, à ses rêves de classement général. Sinon, on a eu aussi évidemment une victoire française, la victoire de Nicolas Prodhomme, donc de manière assez incroyable, puisqu'il était en échappée. Et honnêtement, moi j'y croyais pas, parce que le peloton était revenu à une minute de Prodhomme, il était en solitaire. Bon, ça s'est pas mal regardé derrière, mais il n'empêche qu'il est allé la chercher de manière assez incroyable. Et il vient sauver le grand tour des Français.
qui a été assez médiocre. On peut, je pense, assez facilement le dire. On avait dit à Curé qu'en preview qu'il n'y avait pas beaucoup de Français sur ce Giro. Et malheureusement, les Français n'ont quand même pas été très bons. Au général, Bardet et Gaudu ont tous les deux chuté. Bardet s'est un peu mieux remis. Il aurait pu aller chercher son étape sans Pitcock. Voilà, mais voilà, malheureusement, il y avait la Q36. Et puis Gaudu, malheureusement, c'est un peu le Gaudu surligné de ces dernières années. On verra ce que ça donnera sur le Tour de France. Après, c'est quand même un niveau quand même assez inquiétant, même parce qu'il disait que voilà, l'an dernier il était moins bien sur le Tour et mieux sur la Vuelta. Il était quand même mieux sur le Tour quand même. Je trouve que là où il était dans les échappées tout le temps, le premier à lâcher quasiment dès que ça a commencé à grimper, c'est quand même assez inquiétant. Voilà, Groupama UDJ qui fait pas un très bon grand tour. Rémi Rocha, ça a été plutôt intéressant, mais voilà, ça veut dire que le mec était voilà, dans les 5 années de l'échappée, c'est déjà bien. Paché, ouais, assez moyen. C'est un peu dommage quand on voit les performances qu'il avait eues la dernière saison. Et sinon, ouais, Bardet, du coup, moins bien. Paul Meunier, ouais, grand tour assez moyen. Alors qu'il y avait toute l'équipe pour lui, du coup, avec l'abandon de Mikel Landa dès le premier jour. Mais grand tour très moyen, il a jamais réussi vraiment un sprint. Il me semble qu'il fait un top 3 quand même, ou même top 5, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quand même assez moyen. Et sinon, le reste, il n'y a pas grand chose. J'ai trouvé Decathlon très décevante. Heureusement que Nicolas Prodhomme vient sauver le tout. Sam Bennett complètement dépassé sur tous les sprints. Je ne sais même pas s'il a fait un top 5. Et Godon, Vendramé, ouais, pas terrible. Mais Prodhomme très solide, très solide. Nicolas Prodhomme qui a cherché son étape et qui d'ailleurs, moi je pense, aurait pu jouer le classement du meilleur grimpeur. S'il avait quand même un peu essayé, je trouve ça dommage. Voilà, quand tu es une équipe comme Decathlon, que tu n'as pas le leader général, que ton sprinter est moins bien, de ne pas aller chercher des classements un peu annexes. Voilà, je pense on a fait le tour sur ce dur. Ah non, on peut aussi parler quand même de la victoire de Olaf Koy sur la dernière étape, la victoire de Chris Harper aussi, voilà, qui a été un peu au final effacé par le général, mais très belle victoire aussi, qui allait chercher une belle victoire en solitaire. Et la victoire de Nico Dens aussi, qui fait sa spéciale en échappée, qui a acheté une étape sur le Giro, et qui sauve aussi un peu le Giro de la Bora, même si Pellizzari fait plutôt une bonne dernière semaine. Donc voilà, donc il montre qu'il est capable d'être présent aussi. C'était d'ailleurs une mauvaise chose pour la Bora que Roglic a abandonné aussi tard. Quand on voit le niveau qu'a affiché Pellizzari sur ces dernières étapes, il y avait peut-être moyen de faire mieux. Donc voilà, sinon Caruso, bon voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Tiberi a une grosse défaillance suite à sa chute. Donc Caruso a pris le lead et voilà, il a 120 ans, mais il fait quand même top 5 du Giro. Honnêtement, pour aller chercher le top 5 en début de Giro, il fallait quand même y aller. Simon Yates, moi, je n'y croyais pas du tout. Il avait fait un début de saison assez horrible, et même la saison dernière, il n'était pas bon. Del Toro, bon voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Carapaz, ça pouvait s'entendre, mais pareil, il n'était pas dans un très grand début de saison. Derek Guy, ouais, quatrième, fallait aller le chercher quand même. Et cinquième, Caruso, je pense que là, c'était de la folie pure. Mais moi, c'est un Giro que j'ai quand même bien aimé. Alors, j'ai quand même un petit point noir, ce Giro, c'est le parcours. Moi, j'en peux plus de ces parcours où tu mets 2 semaines, où voilà, où tu as du plat, du plat, tu as un chrono, et puis tu as une étape à vallonner, tu as une étape de montagne pour faire joli, et puis en troisième semaine, tu mets toute la montagne, voilà, tout d'un coup. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, j'aime bien les grands tours où il y a la montagne la première semaine, la deuxième, la troisième, et du plat un peu partout. Ça permet voilà, un peu de changer un peu, parce que quand on enchaînait les sprints, on n'en peut plus, même en vrai, quand on enchaîne la montagne, on n'en peut plus, on se retrouve avec des étapes de montagne où personne ne tente rien, comme l'étape que Nicolas Prodhomme gagne, personne ne tente rien parce que tout le monde attend le Finistère le lendemain. Du coup, tu te retrouves avec des étapes de montagne voilà, qui s'enchaînent, où normalement, voilà, les mecs se mettent à choisir leurs étapes parce qu'ils peuvent pas attaquer tout le temps, quoi. Donc, moi, c'est sur le parcours que voilà, j'ai mis un petit doute. L'étape de Sienne, par contre, très sympa, encore une fois, les chemins blancs, ça change beaucoup, c'est des choses qu'il faut apporter. Ce genre d'étape, hein, même pas forcément avec des chemins blancs, mais très vallonnés, très punchy, très dur, pas de la haute montagne, mais c'est des étapes qui font des différences et où tu peux avoir voilà, des coups qui partent, etc. Voilà, tu n'es pas obligé de mettre un énorme col pour que ça fasse énormément de différence. Donc de ce côté-là, c'est là où je mettrais un flop de ce Giro. Beaucoup de chutes, beaucoup d'abandons aussi, malheureusement. Voilà, Chicone, Landa, Roglic, Ayuso.
Bon, Tiberi n'a pas abandonné, mais c'est un peu tout comme, donc voilà, donc ça c'est un peu dommage, c'est peut-être devenu un peu gâché le Giro, mais sinon, très beau Giro. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le Giro, euh, ne serait-ce que parce qu'il y a eu du suspense. Jusqu'à la dernière journée, on ne savait pas qui allait gagner. Au final, Yates il va gagner avec quasiment 4 minutes d'avance. Donc bon, je pense que dans 20 ans, quand les gens regarderont ce Giro, ils se diront bon, bah, Yates a écrasé ce Giro. Mais au final, c'était vraiment très très serré. Et voilà, on a eu du suspense. Bon, je pense malheureusement que ce sera le dernier grand tour de l'année où on aura du suspense. Mais voilà, c'était plutôt cool. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, je suis pas un fan du AE, mais j'aime beaucoup quand même quand un coureur un peu voilà, outsider prend le maillot rose et le garde pendant assez longtemps. Et ce qu'a fait Del Toro, c'était quand même assez sympa. Ça a un peu rappelé ce qu'avait pu faire Julien Alaphilippe ou des choses comme ça. Prendre le maillot et puis le garder. Un peu la surprise générale, même si on savait que Del Toro était capable de bien grimper. Mais de là, je pense qu'au moment où il prend le maillot à Sienne, il n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce qu'il garde jusque l'étape du Finistré. Donc c'est un joli coup. Est-ce que Del Toro est capable d'un jour gagner un grand tour? Je pense, parce qu'il est quand même très très jeune. Après, il y a quand même des grosses lacunes, toujours, voilà, en chrono, même s'il n'est pas si mauvais que ça en chrono. Et même en montagne, voilà, là, c'était quand même pas le gratin. C'était Simon Yates et Richard Carapaz, ce sont des bons coureurs, mais c'est pas le gratin non plus mondial de la montagne. Donc voilà, moi je me pose toujours la question, est-ce que Del Toro a intérêt à aller dans cette voie-là? Parce qu'il a quand même d'autres énormes qualités. On a vu son punch, son explosivité, c'est quand même assez incroyable. Ou est-ce que voilà, il faut pas qu'il aussi s'oriente vers un profil un peu plus classic man? Honnêtement, je sais pas. Donc ça, ce sera à voir. Mais malgré tout, pour eux, c'est quand même un nouvel échec, un nouvel énorme échec sur un grand tour où il n'y a pas Pogacar. Et c'est un peu ça le problème avec l'UAE, c'est qu'ils sont incapables de gagner quand il n'y a pas le grand Slovène. Là, ils ont quand même amené une équipe. Honnêtement, je pense, et je suis pas loin de penser, que cette équipe-là, globalement, elle est meilleure en montagne que celle qu'ils vont envoyer sur le Tour de France. Cette équipe-là était complètement incroyable. Et ils ont quand même pas réussi à aller chercher le Tour de France alors qu'ils avaient quand même le Giro, pardon, alors qu'ils avaient quand même toutes les cartes en main. Donc c'est un nouvel échec par rapport à la Jumbo qui va chercher un nouveau grand tour avec un coureur différent, avec Simon Yates, sans une équipe forcément exceptionnelle, hein. Les équipes en montagne c'était Kelderman, Wood Van Aert, c'était Barclayman, donc rien d'extra. Et pourtant ils vont chercher le grand tour, donc dans cette espèce de guéguerre entre les deux équipes, entre guillemets, bah, c'est encore une fois eux qui vont triompher. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Pedersen, bon, évidemment qu'il va chercher son maillot de cyclamen, qui a été le plus régulier sans aucun problème. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez ce que vous avez pensé plutôt de ce Giro. Et voilà, quels étaient vos pronos en début de ce Giro et qu'est-ce qui s'est passé pour eux à la fin. Pour moi, Yorick, ça s'est très mal passé. Je pense qu'on n'a aucun prono qui est bon parce que le maillot blanc, on voyait tout ça Yuzo. Peut-être le maillot de Chiclamen, quand même, on a peut-être dit Pedersen. Mais voilà, je suis pas sûr qu'on ait dit Fortunato pour le maillot Asdoro. Donc voilà, on n'a pas été très bon, mais c'était un Giro assez un peu inattendu, un peu à la manière de 2020. Même si, bon, c'était quand même un peu plus. 2020, c'était quand même un peu plus le bordel. Eh ben écoutez, on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Et salut à tous. Salut les gouttes.